Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un document qui peut faire un peu peur, l'analyse de sol. On a devant nous des colonnes de chiffres, des acronymes. Notre mission, ce n'est pas de devenir ingénieur agronome en un quart d'heure, mais plutôt de développer une sorte de sixième sens, celui qui permet, juste en regardant ce rapport, de décider si un terrain est un go sans hésiter, un OK, mais ça va demander du travail, ou alors un no-go pur et simple. C'est vraiment l'étape qui sépare un projet viable d'un futur casse-tête. Absolument. Et le secret, en fait, ce n'est pas de tout comprendre, c'est de savoir où regarder. Il y a peut-être une vingtaine de chiffres, mais en réalité, seulement 5 ou 6 sont vraiment décisionnels. Et avant même de les chercher, il y a un réflexe fondamental à avoir. Toujours exiger et lire l'analyse sur deux niveaux. La couche de surface de 0 à 30 cm, qu'on appelle H1, Mhm. et la couche juste en dessous de 30 à 60 cm, H2. Si on n'a que la surface, on n'a que la moitié de l'histoire. Et bien souvent, la mauvaise surprise, elle est cachée dans la deuxième moitié. D'accord, donc la première règle, c'est ne jamais se fier juste à ce qu'on voit en surface. Exactement. Mais avant de plonger dans les chiffres, j'ai une question. Est-ce que c'est possible de recevoir une analyse de sol, même dans bon labo, et qu'elle soit déjà complètement faussée? En gros, comment on peut rater son analyse avant même d'avoir ouvert l'enveloppe? C'est une excellente question et la réponse est oui, absolument. L'erreur la plus fréquente, c'est l'échantillon lui-même. Imaginez une parcelle de plusieurs hectares, elle n'est jamais parfaitement homogène. Vous aurez une zone un peu plus argileuse ici, un bas de pente plus humide là. Bien sûr. Si vous ne prélevez de la terre qu'à un seul endroit, le résultat que vous obtiendrez ne représentera que ce point précis, pas toute la parcelle. Prendre une décision pour 10 hectares sur la base d'un échantillon de 500 grammes prélevé au mauvais endroit, c'est du pilotage à l'aveugle. Donc il faut quadriller terrain en quelque sorte. Définir des zones qui semblent différentes à l'œil et faire un prélèvement par zone. Mais admettons qu'on choisisse le bon endroit. Est-ce qu'on peut encore tout gâcher juste par la façon dont on creuse? C'est l'erreur numéro 2, et elle est redoutable. C'est de mélanger les profondeurs. On fait un trou de 60 cm, on met toute la terre dans le même seau, on mélange bien et on envoie ça au labo. Ah oui, En faisant ça, on vient de diluer l'information la plus critique qui soit. Si vous avez un H1 parfait, mais un H2 catastrophique, très saline, par exemple, le mélange des deux va vous donner un résultat moyen, un résultat faussement rassurant. Vous avez complètement effacé le signal d'alarme. on perd toute l'info. Voilà. C'est pour ça qu'il faut un sac pour le 0,30 cm et un autre sac pour le 30-60 cm. Sans ça, l'analyse perd 80% de sa valeur. C'est très clair. La troisième erreur, j'imagine, est donc une question d'échelle. Vouloir faire des économies sur le nombre de points d'analyse pour une grande surface. C'est l'économie qui coûte le plus cher au final. Un seul point d'analyse pour 20 hectares, c'est un pari, ce n'est pas une stratégie. Il faut marcher sa parcelle, observer les changements de couleur, les zones où l'eau stagne, et définir des unités de gestion logique. Un échantillon, donc H1 plus H2 par unité, c'est vraiment un minimum. Parfait. Les pièges à éviter sont posés. Maintenant, ouvrons ce fameux rapport. On va se concentrer sur les 5 indicateurs qui, ensemble, racontent vraiment l'histoire du sol. Le premier, le plus connu de tous, c'est le pH. On a tous appris ça à l'école, mais pour un avocatier, concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Le pH, c'est un peu le chef d'orchestre de la chimie du sol. C'est lui qui détermine quels nutriments sont disponibles pour la plante. L'avocatier, lui, il aime un pH légèrement acide à neutre, disons entre 6 et 7. Le problème, c'est que beaucoup de sols, notamment en climat méditerranéen, sont calcaires et donc alcalins, avec un pH qui dépasse 7,5, voire 8. Attendez, ça veut dire que même si le sol est plein de nutriments, un pH élevé peut empêcher l'arbre de les manger. C'est comme si le garde-manger était plein, mais la porte est fermée à clé. C'est exactement cette image. Un pH élevé bloque chimiquement la disponibilité du fer, du zinc, du manganèse. Ils sont là, dans le sol, mais l'arbre ne peut pas les assimiler. D'accord. C'est la cause numéro 1 de la chlorose, vous savez, ces feuilles qui jaunissent. Donc, un pH élevé, ce n'est pas un no-go automatique, mais c'est un énorme signal lumineux qui dit « Attention, la gestion de la nutrition ici sera plus technique et plus coûteuse ». Il faudra penser matière organique pour tamponner et des fertilisants spécifiques, les chélates, que le pH ne bloque pas. D'accord. Le pH affecte la nutrition. Parlons de l'hydratation. Quel est le paramètre du sol qui peut faire qu'un arbre a soif, même si la terre est humide? Vous pointez directement vers le deuxième chiffre clé, l'essai.
La conductivité électrique, c'est en gros la mesure de la salinité globale du sol. Plus le l'essai est élevé, plus il y a de sel dissous dans l'eau du sol. Et pour l'arbre, absorber cette eau salée, ça demande un effort énorme. C'est un peu comme si nous, on essayait de s'hydrater en buvant de l'eau de mer. Et les conséquences visibles, c'est quoi? Des feuilles qui grillent au bout. Oui, c'est le symptôme classique. Un stress hydrique permanent, même avec une irrigation qui semble correcte, des calibres de fruits plus petits, et ces fameuses brûlures sur la pointe et les bords des feuilles qui s'aggravent dès qu'il fait chaud. Et c'est là que la comparaison H1-H2 devient vitale. Laissez-moi deviner, on peut avoir une EC de surface très correcte parce que la pluie a lavé les sels, mais une accumulation catastrophique en profondeur. C'est le piège le plus classique qui soit. Les pluies d'hiver lessivent le H1, on fait l'analyse au printemps, le chiffre est bon, on plante. Et 3 ans plus tard, quand les racines de l'avocatier atteignent le H2 où tous ces sels se sont concentrés, l'arbre commence à végéter, à souffrir, et on ne comprend pas pourquoi. C'est une bombe à retardement. On parle de sel en général avec le EC, mais j'ai souvent entendu dire que le sodium était un méchant à part. C'est juste une question de toxicité ou il y a autre chose? Il y a bien plus. Le sodium, c'est un double problème. Il est toxique pour l'arbre à haute dose, oui, mais son effet le plus pervers, c'est sur la structure physique du sol. Le sodium détruit les agrégataires. Il disperse les argiles. En termes simples, il transforme une bonne terre grumeleuse en une sorte de ciment. Le sol se ferme. Il devient imperméable. Dessous, les racines manquent d'oxygène. Elles s'asphyxient. Sur les rapports, on le repère via le Na échangeable, le SP ou le SAR. Si ces valeurs sont hautes, même si les autres paramètres semblent corrects, on a un problème majeur d'infiltration et de drainage en perspective. C'est une alerte rouge. On a donc le pH qui bloque la nutrition, le C qui stresse l'arbre et le sodium qui asphyxie les racines. Vous avez mentionné le calcaire en parlant du pH. Est-ce que son rôle se limite à faire monter le pH? C'est son rôle principal. Mais il faut être un peu plus précise. On distingue le calcaire total et le calcaire actif. Et c'est cette fraction active qui est la plus problématique. Un taux élevé de calcaire actif, c'est le meilleur indicateur d'un risque futur de chlorose sévère. D'accord. Ce n'est pas un no-go absolu. Il existe des porte-greffes plus tolérants. Mais ça nous informe directement sur le niveau de difficulté. Un sol avec 10% de calcaire actif, c'est un verger qui demandera une surveillance et des corrections permanentes. C'est un coût de production plus élevé, c'est garanti. On a parlé de beaucoup de problèmes. pH, sel, sodium, calcaire. Est-ce qu'il existe un paramètre qui agit un peu comme une assurance ou un tampon contre tout ça? Oui, et c'est notre 5e chiffre clé, le taux de matière organique, la MO. C'est le capital vie du sol. Plus le taux de MO est élevé, plus le sol est résilient. Elle aide à tamponner le pH, elle améliore la structure face au sodium, elle augmente la rétention en eau, en nutriments, et elle nourrit toute la vie microbienne qui est essentielle. Elle jouait sur tous les tableaux. Exactement. Un taux de MO faible, disons moins d'1%, ce n'est pas rédhibitoire. Mais c'est un signal clair. Il dit le sol est fragile, il a peu de marge de manœuvre. Le premier investissement à prévoir sera d'augmenter ce taux, avec du compost, du mulch, des couverts végétaux. D'accord. Ces 5 chiffres nous donnent déjà une image très claire. Mais les analyses proposent souvent d'autres données. Texture, CEC, chlorure, bord. Comment est-ce que ça affine le diagnostic? Est-ce que ça peut transformer un OK en no-go? Il ne le transforme pas, mais il le précise. La texture, le pourcentage de sable, limon, argile, c'est le contexte. Un problème de sodium sur un sol sableux, c'est moins grave que sur un sol très argileux. La combinaison argile plus sodium élevé, c'est explosif pour l'asphyxie. La CEC, la capacité d'échange cationique, c'est la taille du réservoir à nutriments du sol. Une CEC faible sur un sol sableux, ça veut dire qu'il faudra fertiliser très souvent, mais en petite quantité, parce que le sol ne retient rien. Les chlorures et le bore, ce sont des toxiques spécifiques à surveiller, mais la vraie lecture pro, elle ne vient pas de l'accumulation de données. Elle vient de la comparaison H1, H2, j'imagine? Exactement. Et c'est là qu'on touche au cœur de la décision. Si tous les chiffres de surface semblent parfaits, bon pH, faible salinité, mais que l'analyse du H2 est mauvaise, est-ce qu'on prend le risque? C'est la question piège. Ça veut dire que je pourrais marcher sur un terrain qui a l'air parfait, avoir une analyse de surface qui me dit go, et pourtant être en train de m'engager dans un échec programmé. C'est le mensonge le plus coûteux qu'un terrain puisse raconter. Je n'oublierai jamais un projet en Espagne. L'analyse de surface était un cas d'école magnifique. Le producteur a voulu économiser sur le prélèvement en profondeur. Pendant 3 ans, les arbres étaient superbes.
La 4e année, leurs racines ont atteint une couche d'argile saline à 50 centimètres. Tout le verger a stagné, la production s'est effondrée. Terrible. C'était une erreur à 1 million d'euros qu'une analyse de sol à 100 € aurait pu éviter. Si on ne doit retenir qu'une seule chose, c'est que la comparaison H1-H2 n'est pas un détail. C'est toute l'histoire. Ce témoignage est édifiant. Alors, essayons de synthétiser tout ça en une grille de décision simple. En se basant sur tout ce qu'on vient de dire, à quoi ressemble le terrain Go, le candidat idéal? Le Go, c'est un terrain qui pardonne. Un pH gérable, entre 6 et 7,5. Pas de calcaire actif bloquant, une C très faible dans les deux horizons, pas de problème de sodium, une matière organique correcte. Et le critère non négociable, un H1 aussi bon, voire meilleur que le H1. C'est un terrain sur lequel on peut se concentrer sur l'arbre, pas sur la correction permanente du sol. J'imagine que ce n'est pas le cas le plus courant, malheureusement. Quelle est la configuration du terrain OK, mais avec travaux? Celui qu'on rencontre le plus souvent. C'est le terrain possible, mais exigeant. C'est le cas le plus fréquent, oui. Le pH est un peu haut, le calcaire est présent. Ok, mais il faudra une stratégie nutrition pointue. Le C modéré. Ok, mais il faut un drainage parfait et la capacité d'irriguer pour laver les sels. Le sodium est un peu limite. Ok, mais il faudra un plan d'amendement pour protéger la structure. Le H2 est un peu moins bon que le H1. Ok, mais il faudra peut-être planter sur but pour donner plus de volume aux racines et choisir un porte-greffe plus résistant. Ce n'est pas un non, c'est un oui, mais à condition de... Et pour finir, quels sont les drapeaux rouges absolus, ceux qui définissent un terrain no-go? Quand est-ce qu'il faut savoir s'arrêter, même si l'affaire semble bonne? Les no-go, ce sont les situations où l'on se bat contre la nature profonde du sol. Une EC très élevée, sans aucune possibilité de drainage, par exemple un sol argileux dans une cuvette. On ne pourra jamais évacuer les sels. Un taux de sodium qui rend le sol imperméable, c'est un combat perdu d'avance. Ou la présence d'une nappe phréatique à moins d'1 mètre dans un sol lourd. C'est la garantie d'une asphyxie chronique. Et bien sûr, un horizon H2 qui est un mur, chimique ou physique. Une nuance importante cependant. Un no-go technique peut parfois devenir un OK si on a un budget, disons, quasi illimité pour des travaux lourds. Un drainage profond par exemple. Mais il faut chiffrer ces travaux avant l'achat, sinon le bon plan se transforme en gouffre financier. C'est le point central. Prenons 3 cas rapides pour illustrer. K1, pH 8,2, calcaire actif 8%, mais une C faible. C'est typiquement un OK avec travaux. On sait que la gestion de la chlorose sera le défi principal, la stratégie portera sur la matière organique et une fertirrigation de haute précision. D'accord. K2, EC faible en H1, mais modéré en H2. C'est une alerte sur le drainage. Avant de planter, la priorité absolue est de s'assurer que l'eau peut s'évacuer en profondeur. Si ce n'est pas le cas, c'est un no-go, car les sels vont s'accumuler inévitablement. C'est logique. K3, sodium élevé, et on observe sur le terrain que l'eau met des heures à s'infiltrer. C'est un problème structurel, le plus complexe. Il faut évaluer le coût d'une correction, par exemple avec du gypse. Si ce coût est exorbitant, il faut savoir renoncer. C'est limpide. Si je devais me faire une checklist finale pour prendre une décision, ce serait donc 1. Avoir impérativement les analyses H1 et H2. 2. Se focaliser sur les 5 chiffres clés. pH, EC, calcaire, MO, sodium. 3. Et c'est le plus important, comparer H1 et H2. Est-ce qu'il y a une bombe à retardement en profondeur? 4. Relier ces chiffres à ce que je vois sur le terrain. 5. Classer le terrain. Géo, OK avec travaux ou no-go. Et si c'est OK avec travaux, chiffrer ces travaux avant de signer. Ça résume bien? C'est la démarche parfaite. Pour conclure, je dirais que l'analyse de sol n'est pas une sentence. C'est une carte routière. La vraie question n'est pas seulement est-ce que ce terrain est bon ou pas, mais plutôt est-ce que j'ai les compétences, les ressources et la volonté de suivre l'itinéraire que ce terrain m'impose. Parfois, la route est une autoroute. Et parfois, c'est une route de montagne qui demande un excellent pilote. Il faut juste le savoir avant de prendre le volant. C'est une excellente métaphore. Et le voyage ne s'arrête pas là. L'autre moitié de l'équation, c'est l'eau. Un sol parfait avec une eau médiocre peut mener au même échec. Ce sera l'objet de notre prochaine exploration, appliquer cette même grille de lecture, mais cette fois à l'analyse de l'eau d'irrigation. Merci de nous avoir suivis.